J'ai l'honneur d'enchaîner notre formation avec le professeur Omar Sfraoui. Tout à l'heure, j'étais obligée de noter ses qualifications. Il est gynéco-obstétricien, président de plusieurs sociétés savantes de fertilité, procréation. On ne le remerciera jamais assez et bienvenue. Merci Madame la Présidente. Pour ma part, je tiens à remercier les MG Maroc de m'avoir convié à participer à ce très bel événement. Je les félicite de tout cœur. J'ai vu un petit peu la qualité des orateurs et surtout des sujets traités qui intéressent les médecins généralistes. Je voudrais aussi pour ma part les remercier les laboratoires Altea de m'avoir convié à parler d'un sujet fort intéressant et d'actualité. J'ai entendu un petit peu dans les coulisses que c'était quelque chose d'assez novateur. Et bien, je suis ravi de pouvoir, avec ma petite contribution, participer à éclairer le public des généralistes sur ce sujet. Alors, il faut savoir que depuis longtemps, le stress oxydatif a été énuméré comme une cause, ou du moins une participation effective aux problèmes d'infertilité, d'abord chez l'homme depuis de longues années, et depuis peu, et on a aussi contribué en tant que centre de fertilité au niveau international à démontrer l'impact de ce stress oxydatif. Alors il faut savoir que ces problèmes d'infertilité affectent pratiquement, j'ai quelque chose qui me vient sur le... Voilà, 17 à 20% des couples sont atteints par l'infertilité. La Société marocaine de médecine de la reproduction et de médecine fœtale, que j'ai l'honneur de présider, a fait une enquête en 2015. C'est une des premières enquêtes mondiales et a donné un chiffre de 11,8% de couples infertiles au Maroc. Dans certaines sociétés, il y a un tiers de couples qui ont des difficultés à concevoir. Et donc, il y a quelques facteurs qui affectent la fertilité qui sont pas très bien connus depuis longtemps, et notamment le problème du stress oxydatif. Ces problèmes sont liés probablement à la qualité de vie, c'est important, aux problèmes endocriniens, des récepteurs endocriniens, le stress oxydatif et la libération d'éros, et bien sûr certains modèles nutritionnels qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, affecter la fertilité. Alors bien sûr, il faut partir de ce principe qu'une molécule stable, dès qu'elle va libérer un radical libre, va devenir un ROS, quelque chose d'oxydant ou d'oxydé, qui va avoir un impact négatif. On va voir les différents impacts aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et il est important de garder à l'esprit que dans le corps humain, il y a toujours une balance entre les facteurs antioxydants et les radicaux libres ou les ROS, qui vont avoir un impact délétère sur la cellule de façon générale, notamment sur la mitochondrie, qui est le poumon de la cellule, que vous savez tous, et qui peut aboutir à un phénomène qui est délétère, qui est l'apoptose. Je pense que vous savez tous ce que c'est que l'apoptose, c'est la mort cellulaire, et qui va avoir un impact négatif, notamment sur les gamètes. Alors, quand il y a une élévation supraphysiologique du niveau des ROS, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un phénomène de stress oxydatif qui va impacter aussi bien le sperme à tous les niveaux, notamment des phénomènes de peroxydation, des dégâts sur l'ADN, et bien sûr qui va aboutir à l'apoptose, à la mort du spermatozoïde, va avoir un impact sur l'embryon, notamment sur le développement embryonnaire, avec des risques d'échec de blastulation, des risques de fausse couche, sur le pré- et le post-natal, notamment, que ce soit la fausse couche, la mortalité et la morbidité fœtale, et bien sûr les phénomènes d'empreinte épigénétique. Et le stress oxydatif a un impact très délétère sur l'épigénétique. Il va aussi impacter l'ovocyte et les phénomènes de fertilisation, de fécondation et les phénomènes d'implantation. Vous voyez qu'au final, il agit sur pratiquement, ce phénomène agit sur toutes les étapes, aussi bien sur le gamète femelle que sur le gamète mâle. Alors chez l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il a été avéré que le stress oxydatif va jouer un rôle pathologique aussi bien sur la spermatogénèse que sur la spermiogénèse, que sur les phénomènes épigénétiques
au niveau avec des dégâts sur le spermatozoïde, et notamment qui va aboutir à des défauts de spermatogénèse, voire même à des défauts d'embryogénèse. Alors, quelles sont les étiologies de ces dommages? C'est au fait un cercle vicieux qui démarre par des anomalies de compaction, aboutissant au stress oxydant et, au final, à la mort cellulaire qui est l'apoptose. Ce sont des facteurs qui sont indépendants, mais qui agissent de façon synergique. Ça, c'est important de garder à l'esprit. Donc, facteurs indépendants et synergiques sur la mort cellulaire. Alors, quels sont les différents éléments qui impactent cette balance entre le stress oxydatif et les facteurs antioxydants? C'est la qualité de vie, l'environnement, la pollution, le tabac, l'excès de poids, certains traitements, certaines thérapeutiques qui vont agir sur les phénomènes de stress oxydatif. Alors, tous ces éléments vont aboutir à quoi? À des dommages au niveau de l'ADN spermatique, soit en la fragmentant, soit en la compactant, en causant des anomalies de la compaction ou ce qu'on appelle la décondensation de l'ADN. Donc, il va y avoir une décondensation des spires d'ADN qui vont causer des dommages importants sur la fertilité chez l'homme. Donc ça représente exactement la libération des ROS va impacter tous les stades de spermatogénèse jusqu'au phénomène apoptosique et bien sûr une réduction de la fertilité chez l'homme. Donc on commence par des éléments négatifs, l'âge, et on est ravis qu'au niveau international, on a été parmi les premiers à publier un article dans la revue Zygote, qui est une revue connue mondialement, où on a démontré l'impact négatif de l'âge paternel, donc Bushra lil Nisa, et que l'homme aussi ne peut pas avoir un enfant à n'importe quel âge et qu'il y a des dégâts. On a démontré qu'il y avait plus de fragmentation de l'ADN, plus de fausses couches et même plus d'anomalies fœtales. Plus l'âge de l'homme était avancé, plus il y avait ces dégâts. Donc ces éléments vont impacter l'ADN au niveau du spermatozoïde et donc ces dégâts vont impacter les chances de fécondation. Et bien sûr, plus que ça, les chances de développement embryonnaire jusqu'au stade de blastocyste, et même au-delà, puisqu'on a démontré qu'il y avait plus de risques de fausses couches et plus d'anomalies fœtales avec l'âge paternel. Donc, il est aussi utile que pour un homme, probablement qu'il doit réfléchir à avoir un enfant à un âge plus jeune. Donc voilà les différents éléments. Le tabac, bien sûr, est un élément extrêmement oxydatif. L'âge, comme je vous ai montré, avec les différents impacts, les problèmes d'infertilité, eux-mêmes, dans un cercle vicieux, peuvent causer des dommages au niveau de l'ADN, et bien sûr les facteurs environnementaux qui ont un impact extrêmement négatif. Alors chez la femme, qu'est-ce qui se passe? On a démontré aujourd'hui qu'il a été suggéré qu'il existe des facteurs de stress oxydatif chez les femmes qui avaient des infertilités inexpliquées, chez qui on ne trouvait pas une cause évidente, chez les femmes qui ont de l'endométriose, chez les femmes qui ont de l'OPK. Également, on a démontré qu'il y avait plus de ROS au niveau du liquide folliculaire et moins de SOD, je vais vous en parler. Bien sûr, les troubles péritoniaux, les facteurs de désordre péritoniaux, tout ça va aboutir quoi? À une perte ou un déséquilibre de cette balance entre les ROS ou les espèces réactives d'oxygène et les antioxydants. Alors, pour le système antioxydant au niveau de l'ovocyte, il est important de le reconnaître, il y a des systèmes enzymatiques et il y a des systèmes non enzymatiques. Pour les systèmes enzymatiques, il y a essentiellement le SOD et le glutathion peroxydase que nous avons, nous, essayé de doser avec la faculté des sciences de Casa. Et on a trouvé des éléments extrêmement importants et des éléments non enzymatiques sur lesquels nous pouvons agir justement en tant que supplément nutritionnel. C'est le glutathion, la vitamine C et E, le zinc et la taurine. Alors, lorsque le système antioxydant est dépassé, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les ROS qui vont s'élever, qu'est-ce qui vont entraîner et causer une peroxydation lipidique des membranes qui va elle-même causer une oxydation des protéines. Et donc, au final, elle va entraîner des dommages de l'ADN. Et on sait quel est l'intérêt de l'ADN au niveau de la cellule reproductive.
Les facteurs de risque qui sont pratiquement similaires, mais il faut rajouter certaines pathologies, les OPK, l'endométriose et bien sûr les facteurs environnementaux tels que la pollution, le tabac et l'alcool. Tous ces éléments vont causer un stress oxydatif. L'âge, nous avons également démontré qu'avec l'âge, les SOD étaient beaucoup moins importants au niveau du liquide folliculaire. C'est un papier qui va sortir très bientôt. Alors, ce stress oxydatif, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact? Une baisse de la maturité ovocytaire, une baisse de la qualité embryonnaire et une baisse du taux de grossesse. Donc, vous voyez qu'il y a un impact très délétère. Alors, cette mise en balance ou ce déséquilibre va agir sur les différents stades de le développement ovocytaire jusqu'au stade embryonnaire. Donc, quand les ROS sont plus élevés, on a moins de taux de fécondation, moins de maturation ovocytaire, moins de fécondation, moins de blastocystes. Quand, par contre, les antioxydants sont supérieurs au niveau du liquide folliculaire, il va y avoir de meilleures conditions pour qu'une grossesse se produise et dans les meilleures conditions. Ça a été prouvé. Alors, dans le domaine de la PMA, c'est d'autant plus important qu'on a besoin de plusieurs follicules, puisque la stimulation va, au fait, qu'est-ce qu'elle va empêcher? Elle va empêcher le phénomène d'apoptose naturelle. Vous savez qu'il y a le phénomène de dominance d'un follicule chez une femme qui a un cycle normal. Vous avez plusieurs follicules qui démarrent au stade antral et ensuite, sous l'effet de la FSH, il y a un phénomène de dominance d'un follicule. Ça peut être utile pour expliquer aux femmes que quand vous les stimulez, vous ne touchez pas son capital folliculaire. Vous agissez plutôt en réduisant les risques d'apoptose de ces follicules. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un impact délétère sur tous ces follicules, et notamment en cas de stress oxydatif important. Tout ça pour vous montrer que la mitochondrie, bien sûr, était le poumon de la cellule et celle qui était le plus affectée. La mitochondrie à l'intérieur de l'ovocyte a également un impact. Et donc, vous voyez sur cette diapositive que quand les ROS étaient élevés ou quand les SOD étaient inhibés, les SOD, c'est les facteurs antioxydants, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un stress oxydatif plus important et donc une qualité ovocytaire et tout le cheminement du phénomène de fécondation qui va être altéré. Vous pouvez oublier ce schéma, c'est juste pour vous dire que chez les femmes qui ont les OPK, le stress oxydatif va agir sur les différentes étapes de l'ovogénèse jusqu'au stade embryonnaire. Et donc, les conséquences de ces ROS ils peuvent être directes, notamment par l'oxydation des protéines et sur les dégâts et les dommages de l'ADN. Et bien sûr, indirectes, notamment les dysrégulations au niveau des chemins métaboliques qui dépendent du potentiel réducteur des cellules et donc aboutir à des désordres métaboliques et à la mort cellulaire ou à l'apoptose. Alors, vous voyez que dans ce schéma, il explique très aisément les facteurs ou les effets délétères du stress oxydatif sur les différents stades depuis l'ovocyte, depuis la maturation au stade de métaphase 2 jusqu'au stade de blastocyste. Et donc, les effets délétères sont assez connus du stress oxydatif. Ça, c'est exactement le même phénomène que je vous ai expliqué, notamment aussi bien sur le gamète mâle, gamète femelle, que sur le stade embryonnaire, avec notamment des dégâts épigénétiques qui sont aujourd'hui de plus en plus pris en considération dans le développement embryonnaire. La même chose. Exactement la même chose. Ça, c'est les effets délétères du ROS, des ROS. Ça, c'est un article qui est assez intéressant et qui démontre effectivement les dégâts mitochondriaux au niveau des cellules. Ça, c'est un schéma qui vous démontre de façon claire le degré de l'impact depuis la puberté jusqu'à la grossesse du stress oxydatif. Et vous voyez qu'il y a un impact différent sur l'ovocyte, sur l'embryon, sur la morula, sur le blastocyste, etc. Mais dans tous les cas, il y a un impact négatif et délétère sur les différents stades. Maintenant, vous me direz comment traiter ce stress oxydatif. Il y a probablement, on a tous parlé des antioxydants. Et il faut savoir qu'il y a deux types d'antioxydants. Il y a les antioxydants enzymatiques et les antioxydants non enzymatiques, qui sont les différents produits ou nutriments qui sont aujourd'hui sur le marché. Il y a effectivement, depuis une dizaine d'années, une étude, une méta-analyse sur une vingtaine d'essais cliniques qui a démontré qu'il y avait un effet bénéfique
au traitement antioxydant, d'abord chez l'homme et aujourd'hui de plus en plus chez la femme, et qui va réduire le stress oxydatif et les dommages de l'ADN. Cette conclusion m'a semblé assez intéressante, qu'il faut garder à l'esprit. Ils disent antioxidants, the stronger, the better doesn't work. C'est-à-dire que le meilleur, le plus fort, ça peut prêter à confusion, mais au fait, aujourd'hui, on a dans le marché plusieurs produits qu'on se demande réellement qui est le meilleur et qui est le plus fort. En tout cas, il faut savoir qu'il y a des produits qu'il faut garder à l'esprit qui apportent un certain équilibre en fonction des données scientifiques que nous avons. Donc, chez l'homme, il y a un effet bénéfique. Et chez la femme, le fait de donner des antioxydants a démontré que ça augmentait le SOD dont je vous ai parlé, qui est un facteur non enzymatique et qui est un antioxydant très puissant. Donc, ça, c'est une méta-analyse également qui a été publiée en 2018 et qui remettait en question le fait de donner systématiquement un antioxydant chez tout couple infertile. Là aussi, moi, je ne suis pas d'accord de le donner ou de le systématiser. Il faut d'ailleurs le donner en excès. Un produit, c'est le meilleur moyen de le tuer. Et quand des industries viennent me conseiller, pour que je les conseille, je leur dis qu'il faut donner les bons conseils, il faut qu'un produit soit utilisé à bon escient. Si on le donne à tout le monde, ben, ça ne va pas marcher pour tout le monde et donc ça risque de nuire à la réputation d'un produit qui peut être bon. Je pense qu'il m'a... Ah, pardon. Je vais reculer. Alors, il y a aussi effectivement les différents micronutriments qu'il faut prendre en considération. Ce sont les différents produits, la vitamine C, la L-carnitine, le coenzyme Q10, vitamine C, E, etc. Et il a été aussi reporté que chez la femme, certains produits avaient un impact positif. C'est ce que je vous ai dit, mais l'evidence-based medicine n'est pas encore aussi établie que pour l'homme, mais il semble y avoir un effet bénéfique chez certaines patientes, notamment qui ont des infertilités inexpliquées. Voilà les différents antioxydants que nous avons à notre disposition. Je parle des différents éléments, là, des vitamines, de l'acétylcystéine, glutathion, etc. Alors, certains produits peuvent et ont une certaine composition qui répond aux besoins pour réparer ce stress oxydatif. Certains agissent sur l'énergie, d'autres ont un effet plutôt antioxydant et d'autres ont un effet directement connecté à la maturation spermatique, notamment le zinc, l'acide folique, la vitamine B12 et l'acétylcarnitine, qui a un élément important. Alors l'objectif de ces traitements, c'est d'améliorer ou d'augmenter l'énergie métabolique du sperme, de réduire les radicaux libres et bien sûr améliorer le process cellulaire qui permet la connexion à l'ovocyte et donc qui est à l'origine du phénomène naturel qui est la fécondation et le fait de donner de la vie. Alors, une bonne formulation doit être bien raisonnée, puisqu'il faut qu'elle contienne plusieurs produits qui répondent aux différentes situations délétères. Je vous ai parlé des dommages de l'ADN, je vous ai parlé également de certains phénomènes qui aboutissent à l'apoptose cellulaire. Donc, il faut qu'un bon produit réponde à une bonne composition pour qu'il apporte réellement les effets escomptés. Alors, comment améliorer la maturation spermatique et la compétence? Il y a les trois éléments qui altèrent la spermatogénèse, asténospermie, oligospermie et la tératospermie. Il faut que ces produits puissent améliorer l'énergie, je vous ai dit donc la mitochondrie. Il faut qu'ils réduisent les ROS, réduisent les phénomènes inflammatoires et réparent ou stabilisent l'ADN et réparent les dégâts de l'ADN en utilisant des agents métaboliques et des composants antioxydants. Alors, les micronutriments qu'on utilise en fertilité, je vous ai dit, ils sont nombreux, le coenzyme Q10, le zinc. Chez l'homme, il y a quelques exemples, le lycopène, la L-carnitine. Alors, vous me direz à quoi ça sert? Il y a eu une étude qui a été intéressante, notamment, ça c'est juste une étude qui a été publiée en 2018 sur Fertile Stérile et qui a pris en considération 56 femmes qui avaient des échecs d'implantation. Alors, ils ont supplémenté 28 ont pris des antioxydants et 28 ont été des cas contrôles qui ont refait la tentative sans
qu'il y ait de supplémentation en antioxydants. Alors, il y a des éléments qui ressortent. On a une meilleure qualité embryonnaire, on a un taux de blastocystes qui est plus élevé, mais on n'a pas trouvé de taux de grossesse meilleur. Mais par contre, aujourd'hui, bon, pour ceux qui s'intéressent à la fertilité, avoir de meilleurs blastocystes et plus de blastocystes, forcément augmente les chances de grossesse parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le cumulative clinical pregnancy rate, c'est-à-dire le taux cumulé de grossesse, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup développé la congélation. Et donc, si j'ai 3 blastocystes, ça me donne 3 chances de grossesse, 1 frais et 2 congelés, alors que si j'ai un seul blastocyste, forcément, le taux de grossesse cumulé est moins bon. Alors, là, ça, c'est une revue qui nous a permis de démontrer quels étaient les meilleurs suppléments nutritionnels pour améliorer des éléments particuliers au niveau du stress oxydatif. C'est une Cochrane qui a été publiée en 2010 et celle-là en 2019, elle a comparé 18 nutriments ou 18 antioxydants dans différentes publications. Elle nous a apporté des éléments assez intéressants. Et donc, l'acide folique et la vitamine C, la vitamine E et l'association des deux a un impact positif sur la fragmentation de l'ADN. L'acétylcystéine, la N-acétylcystéine, le sélénium, vitamine E, zinc, acide folique sur la motilité totale des spermatozoïdes après 3 mois, donc améliore les asténospermies. Le sélénium, la vitamine E, la carnitine améliorent la concentration des spermatozoïdes, donc le nombre de spermatozoïdes après 3 mois de traitement. Le coenzyme Q10, magnésium, N-acétylcystéine, vitamine E, zinc sur le taux de grossesse clinique. La vitamine E, le zinc, coenzyme Q10 sur le taux de naissance vivante. Donc vous voyez que chaque élément a un impact particulier. Je pense que vous n'allez pas tout retenir. Le plus important, c'est de retenir quels étaient les meilleurs antioxydants et quelles étaient les meilleures formules qui contenaient tous ces produits. C'est ça ce qui est important et qui va agir sur les différents process. Alors sur les fausses couches à répétition, là par contre c'est une évidence. On a démontré que chez les couples qui ont une maladie abortive, ils avaient plus de dégâts de l'ADN sur le sperme. Et donc il faut demander la fragmentation de l'ADN au niveau du spermogramme ou des spermatozoïdes chez les couples qui ont des fausses couches à répétition. Ça c'est important. Et bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle les résistances au traitement. Ça, c'est des choses qu'on commence à prendre en considération. On met le mari sous antioxydants pendant 3 mois. Ça ne sert à rien de donner plus que 3 mois. Ça peut être même délétère. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. À ce moment, on peut aller sur le testicule. C'est une des indications où on fait la biopsie testiculaire parce qu'on sait que sur le sperme testiculaire, il subit moins de stress oxydatif parce qu'il y a le cheminement au niveau des différentes voies excrétrices qui semble augmenter le stress et les dégâts de l'ADN. Et on a démontré que le sperme testiculaire avait moins de dégâts. Et donc, ne vous étonnez pas si vous recevez un couple qui, le mari a une oligospermie et chez qui on a fait une biopsie testiculaire. Ça marche beaucoup mieux dans le sperme testiculaire quand on a une résistance aux antioxydants. Alors, quelles sont les perspectives, juste pour que vous le sachiez? La FSH semble donner des éléments intéressants chez des hommes qui ont un taux de dommages de l'ADN qui sont élevés et qui résistent aux antioxydants classiques. Donc, il semble prometteur et il y a un effet bénéfique sur le phénomène de stress oxydatif. Ça, c'est différentes études. En plus, il semble améliorer la fonction gonadique et augmente les paramètres spermatiques. Ça, c'est évident. On sait que la FSH peut augmenter la concentration des spermatozoïdes. On donne une dose de 150 unités par jour qui va réduire la fragmentation de l'ADN. Le PRP aussi a une concentration de 2%. Des études ont démontré que c'était bénéfique, injecter le PRP au niveau des testicules, améliorer la fragmentation. Il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, mais il semble que ça améliore la vitalité et aussi améliore la fragmentation de l'ADN.
Alors, est-ce qu'il faut donner des suppléments à tous les couples infertiles? Là, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a moins d'évidence à le donner de façon systématisée. Il faut cibler les patients ou les couples qui ont réellement besoin. Ce sont les couples qui sont soumis à des facteurs de risque, et ils sont nombreux. Les couples qui ont une infertilité inexpliquée, probablement qu'il y a une indication. Et les couples chez qui vous allez avoir une fragmentation de l'ADN. Des couples qui ont des qualités embryonnaires, vous avez fait une fécondation in vitro, vous êtes rendu compte que la qualité embryonnaire n'était pas bonne. Donc il y a un bon panel de patientes et de couples qui peuvent bénéficier de ce traitement. Il ne faut pas le donner plus que 3 mois. Ça, il faut le garder à l'esprit parce que sinon, vous passez du stress oxydatif à ce qu'on appelle le stress réducteur. Et il est beaucoup plus difficile à traiter parce que vous avez donné en excès. Et dans ces conditions, vous pouvez avoir des échecs de blastulation répétés et vous pouvez aggraver son infertilité. Alors, pour conclure, il y a aujourd'hui un intérêt il y a un intérêt à donner des antioxydants chez l'homme, ça c'est une évidence. Chez la femme, il semble que certaines femmes ont de plus en plus besoin de compléments nutritionnels en tant qu'antioxydants. On a fait une étude qui a démontré qu'il y avait une relation directe entre les échecs de fécondation in vitro et l'augmentation des marqueur du stress oxydatif dans le liquide folliculaire. Donc il y a de plus en plus de bénéfices. Il y a probablement encore besoin de plus d'études pour démontrer quel réel intérêt et quelles sont les vraies patientes qui devraient bénéficier de ce traitement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Sfrewi. C'est toujours très intéressant et on a toujours envie d'apprendre avec vous. Je vous prie, mes chers confrères, consoeurs, de rester encore un petit peu avec nous. Le déjeuner va être servi même jusqu'à la fin. On va faire une petite photo de groupe. Et s'il y a une question dans la salle... Merci, professeur Sfrewi, pour votre exposé. Je voudrais savoir quand commencer d'abord les antioxydants pour un couple infertile. Est-ce que c'est comme l'acide folique, préparer le couple? Et combien de temps on doit le prendre? Écoutez, l'acide folique aujourd'hui, pour toute femme qui souhaite, et je pense que mon ami ici, Essiel, en a parlé, toute femme qui souhaite envisager un projet de grossesse doit démarrer de l'acide folique. Plus qu'un effet antioxydant, il y a un effet protecteur sur le système cérébral. Ça, je pense qu'on le connaît. Et ce qu'il faut, pour chaque femme qui désire envisager une grossesse, démarrer un traitement antioxydant, là, on tombe dans l'excès. Je ne suis pas d'accord. Là, je parle des couples qui ont un problème de fertilité. C'est des femmes soit qui sont obèses, l'homme tabagique et alcoolique. L'alcool seul n'agit pas. Et ça, on l'a aussi démontré par une étude dans notre structure qu'on a publiée avec une de nos embryologistes. L'alcool seul n'a pas d'impact négatif. Le tabac a un impact négatif. L'alcool et le tabac ont un impact très négatif, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, une femme qui boit, soyons clairs, ou un homme qui boit, ça a beaucoup moins d'impact, mais quand il fume et il boit, ça a beaucoup plus d'impact que quand il fume. Ce sont probablement des gens chez qui il faut agir sur la cause, donc demander de réduire ou d'arrêter le tabac et l'alcool, maigrir et probablement envisager un traitement antioxydant. Je vous ai dit qu'il ne faut pas dépasser 3 mois de traitement. Sinon, on devient délétère. Le stress réducteur est beaucoup plus délétère. Ça a été prouvé. Il ne faut pas dépasser 3 mois. Et au-delà de 3 mois, ça ne sert à rien. On peut être délétère. Ça, c'est un fait. Mais le donner systématiquement à chaque femme qui veut envisager une grossesse sans qu'elle ait un problème d'infertilité, il n'y a pas d'indication. Oui? Je remercie MG Maroc parce qu'on n'oublie pas qu'on est des médecins généralistes et pour devenir des médecins de famille. Et dans le cadre de la médecine de famille, on devrait connaître nos patients. Et au Maroc, la conception n'est pas programmée.
Donc on se retrouve avec des grossesses rapprochées. C'est par rapport à votre présentation, il y a les anémies qui se cumulent. Donc on n'a pas un profil de notre patiente qui est enceinte, d'une femme qui est enceinte, pour pouvoir la supplémenter et j'ai des amis qui ont fait la médecine intégrative. Ils ont un outil innovant, l'oligoscan. C'est pour doser, avoir une idée sur la quantité de l'acide folique qu'on a dans notre corps. Donc, il sépare la concentration de l'acide folique totale dans le corps et ce qui est dosable. On ne dose que ce qui se circule dans le sang. Donc, là, ils ont eu un cas, ils devraient le publier, une intoxication à l'acide folique. D'accord. Parce qu'on commence à supplémenter, et même si on sous-traite avec des laboratoires pour doser l'acide folique, il y a des laboratoires qui font ça. Mais il faut doser la forme active, pas la forme globale. Donc on se retrouve dans justement, on est bloqué là pour comment supplémenter. Les questions, comment supplémenter, comment évaluer le stress oxydatif. Cet outil, moi je l'ai fait. Il nous donne une idée sur le stress oxydatif, sur les intoxications, sur comment on pallie à ce problème avec, comme la dernière phrase avec laquelle vous avez conclu votre Ne pas oublier le naturel. C'était l'alimentation équilibrée. Mais notre alimentation, en tant que médecin, médecin de famille, je dois donner les conseils à mes patients, même pas des patients, il y a des gens qui viennent pour le conseil nutritionnel. Tout à fait, Fatem Zahra, je comprends. D'ailleurs, nos professeurs seront d'accord avec nous. Les traitements ne dispensent pas d'une bonne hygiène de vie, l'activité physique. C'est même l'élément primordial. Primordial. D'ailleurs, ça nous arrive d'avoir des grossesses juste après des grossesses. Oui. L'expertise, la formation continue, on a des médecins qui peuvent doser ça et nous aider à diminuer le stress oxydatif pour avoir le traitement. En Europe, en France, justement, il y a une panoplie de l'oligo-éléments qui sont séparés. Pour le sélénium, il n'y a pas le sélénium seul. Oui. Merci, docteur Fatem Zahra. Je remercie professeur Sfraoui.